Bonjour, dans cette série consacrée aux enfants et donc aux mamans et aux papas aussi par voie de conséquence, on va aborder aujourd'hui la question bien de la préparation, la fertilité des femmes en particulier mais aussi des hommes, la préparation à l'accouchement et le post-accouchement d'un point de vue physiologique et alimentaire. Alors souvent on me demande quels seraient tes meilleurs conseils pour favoriser la fertilité chez une femme ? Alors vous allez voir, en fin de vidéo, on va aborder la question des plantes médicinales. Il y a des plantes médicinales qui sont spécifiques pour augmenter la fertilité chez les femmes et chez les hommes aussi, parce que on va beaucoup parler des femmes dans cette vidéo, mais les hommes ont aussi leur part à jouer là-dedans. Mais avant de s'occuper de ces plantes, il me paraît essentiel de poser le premier principe qui est pour moi crucial et qui devrait d'ailleurs être un principe qui est valable pour toute la période de la natalité, la préparation, l'accouchement et le post-accouchement, particulièrement pour la maman. Et ce premier conseil, c'est ralentir. Ralentir, ralentir, ralentir. Ralentir parce que ça va conditionner la qualité de votre fertilité. Ralentir parce que ça va améliorer la récupération après l'accouchement et conditionner tout le reste et conditionner toutes les années à venir. Alors, ralentir, faire le plein de repos et faire le plein de nutriments. Souvent, on me demande, mais au niveau de l'alimentation, quand je veux me préparer à être enceinte, est-ce qu'il faut que je fasse une détox ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour détoxiner? Je dis toujours la même chose, c'est le bon moment pour détoxiner et pour s'alimenter. S'alimenter enfin. Pour moi, il doit y avoir les deux pendants, c'est-à-dire nettoyer et reconstruire. Et en même temps, il est certain qu'il vaut mieux le faire maintenant que pendant l'allaitement. Parce que pendant l'allaitement, il y a des produits toxiques de l'élimination qui vont passer dans le lait. Si on ne peut pas le faire avant et si on découvre ce message pendant l'allaitement, mais on va le faire pendant l'allaitement et on verra exactement comment s'y prendre de manière astucieuse, de manière stratégique. Mais si on a la possibilité de se préparer à l'avance, mon première recommandation, c'est prendre le temps. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de calmer le rythme, prenez le temps de lancer un nettoyage à l'échelle de tout l'organisme, prenez le temps de vous nourrir enfin. Parce qu'on ne mesure pas les gains que l'on peut avoir en retardant un projet de naissance de 6 mois ou d'1 an et en consacrant ces 6 mois ou ces 1 an à un vrai travail de nettoyage et de reconstruction. Mais il faut bien comprendre que la matière physique à partir de laquelle le bébé va être conçu, ce qui va constituer sa trame minérale, bactérienne, c'est uniquement les matériaux que va lui donner la maman. Et la maman, va lui donner ce qu'elle peut lui donner. Si elle a un terrain qui est extrêmement toxique, qui est engorgé, qui est rempli de produits toxiques, de métaux lourds, qui a une flore bactérienne complètement déséquilibrée, elle va donner ça à l'enfant. Et pour l'enfant, ça va être un point de départ dans la vie qui va être plus compliqué. À l'inverse, si elle a un terrain qui a commencé à être bien nettoyé, une flore bactérienne qui est riche, diverse, équilibrée, qui ne présente pas de phénomène de dysbiose, une minéralité qui est allée à la hausse, à ce moment-là, elle va pouvoir donner cette quantité de minéraux à cet enfant, elle va pouvoir donner cette flore bactérienne à cet enfant qui va être un point de départ extraordinaire dans la vie. Il n'empêche, l'enfant aura son parcours de vie, mais on lui aura donné de meilleures cartes à sa naissance. C'est pour ça que quand on parle d'abord de fertilité de la femme, je dis repos, détox douce et progressive et alimentation. Alors ça veut dire quoi ? Repos, pourquoi ? Il faut bien comprendre que la majorité des hormones sexuelles sont produites par les glandes surrénales et par les ovaires à partir de cholestérol. Ce sont des dérivés des corticostéroïdes, les oestrogènes, la progestérone. Donc il nous faut du cholestérol dans le corps. Or ce cholestérol, souvent, il est entièrement mobilisé par quoi ? Il est entièrement mobilisé par la production de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Ce cortisol monopolise toutes les réserves de cholestérol. Et donc, il y a une moindre possibilité de produire les fameuses hormones sexuelles qui vont être essentielles pour la fertilité, la préparation du terrain utérin, la préparation des ovules. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il doit y avoir deux pendants. Premièrement, diminuer le niveau de stress en ralentissant globalement le rythme, de manière à avoir une demande de cortisol qui soit moindre, ne pas fonctionner sur le cortisol, et donc avoir une disponibilité de cholestérol pour produire ces fameuses hormones sexuelles. Et deuxièmement, nourrir enfin avec des aliments qui vont être propices à la production de cholestérol, c'est-à-dire des aliments gras, et souvent je le dis,
j'ai souvent vu des femmes qui avaient des problèmes de conception, qui avaient un régime qui était trop faible en matière grasse. Pour moi, au-delà de toutes les idéologies, de tous les exemples que vous voulez, il me paraît essentiel d'inclure une part conséquente de matière grasse naturelle, non transformée, dans l'alimentation de la maman, incluant aussi des graisses saturées. Alors selon que vous soyez végétarien ou pas, si vous êtes végétarien, il y aura surtout la graisse de coco. Si vous n'êtes pas végétarien, il y aura accès à des graisses d'origine animale. Et ça me paraît un des points cruciaux. À la fois ralentir le rythme et augmenter la part de produits gras de manière à avoir une production d'hormones sexuelles, oestrogènes et progestérone en particulier, qui est adéquate pour permettre la conception. Ensuite, ce qui me paraît un des facteurs limitants majeurs pour les mères dans la conception, c'est l'engorgement de tout le terrain utérin ovarien. Et c'est là où on va parler de détox. Donc on parle d'alimentation. On parle d'une alimentation qui va apporter un maximum de nutriments, d'acides gras, de manière à reconstruire des tissus sains. Mais ces tissus sains, pour qu'ils se construisent de la plus belle des manières, il va falloir d'abord nettoyer le terrain. Alors pour nettoyer le terrain utérin et ovarien, je connais un remède qui est quasiment miraculeux. Il ne s'appelle pas pour rien la main du Christ, Palma Christi, c'est l'huile de ricin. Pour moi, l'huile de ricin devrait être vraiment un allié fondamental des femmes qui veulent se préparer à l'accouchement, qui veulent se préparer à la natalité, en nettoyant tout le terrain, en activant le système immunitaire, les cataplasmes d'huile de ricin situés sur la zone bas-ventre, en nettoyant aussi toute la sphère digestive. Elles vont améliorer la circulation des nutriments dans ces zones-là, permettre une décongestion progressive, et les aliments que l'on va apporter, les aliments adéquats que l'on va apporter par la suite, vont être vraiment des aliments constructeurs. Donc vous verrez, je vais faire une deuxième vidéo qui sera ce que j'appelle le massage de fertilité, qui est un massage aussi drainant de ces organes, qui sera pratiqué, qui peut d'ailleurs être pratiqué avec la fameuse huile de ricin. Quand je parlais de préparation à l'accouchement, je vous disais d'un côté nourrir avec des vraies nourritures. En anglais, ils disent real food. Qu'est-ce que c'est que des vraies nourritures? C'est des fruits, des légumes en quantité, le moins transformé possible. Les jus de légumes sont une véritable panacée aussi pour les femmes enceintes, en apportant une minéralité qu'elles ne pourront trouver nulle part ailleurs, avec une densité, une concentration de minéraux qui est incomparable. Apporter des matières grasses de première qualité, animales, végétales, selon les choix de chacun. J'ai tendance à dire que, alors ça c'est dans mon expérience, mais pour les mères, et on verra aussi pour les enfants, une petite portion de produits animaux me paraît assez incontournable, sous forme crue, sous forme par exemple de jaune d'œuf, sous forme de beurre cru par exemple. Ça me paraît essentiel parce qu'il y a des matières grasses élaborées que certaines mères auront beaucoup de mal à produire parce que leur système endocrinien est fatigué. Donc à chacun de voir exactement comment il veut se situer, mais ça me paraît un facteur quand même essentiel à noter. Il y a aussi des aliments qui vont apporter des grandes quantités d'acides aminés, la spiruline, le pollen, voilà, vraiment des aliments denses de nourriture, des huiles, des matières grasses, des fruits, des légumes en quantité, de la spiruline, du pollen, on verra pour les plantes médicinales ensuite, et nourrir enfin ce corps. Mais pour qu'il puisse accepter cette nourriture, eh bien, nettoyer. Alors, cette alimentation, de fait, va nettoyer le corps. Déjà, en n'en rajoutant pas. Ce qui rajoute de la congestion, vous le connaissez si vous suivez ces vidéos, c'est tout ce qui est céréales. Les céréales sont la plaie de l'humanité. Vous savez, quand on pense alimentation saine, on pense tout de suite végétarisme. Non, les céréales sont pour moi la plaie de l'humanité, bien avant les produits animaux. La surconsommation de produits animaux est un facteur majeur de dégénérescence pour l'humain, mais pour moi, les céréales sont bien encore pires. Céréales et légumineuses sont vraiment la plaie de l'humanité en termes de congestion, de réaction auto-immune, et c'est pour moi les premiers produits à éliminer de la diète des mamans et de l'alimentation des enfants aussi. Et un enfant qui n'a jamais mangé de céréales se développe d'une façon mais incroyablement plus belle, plus épanouie, avec aucune congestion, toutes ces fameuses maladies de l'enfance, qu'un enfant qui a été nourri de céréales. On le verra quand on parlera de l'alimentation des enfants.
Donc, détoxiner doucement et soutenir les émonctoires, soutenir la fonction rénale avec des tisanes de persil, en prenant des poudres de plantes. Il y a des poudres de plantes, par exemple, pour reins et rate chez ABC de la Nature qui fonctionnent très très bien. Soutenir le péristaltisme intestinal, le fonctionnement, l'élimination avec le balai intestinal. Se brosser la peau régulièrement, de manière à favoriser l'élimination par cet émonctoire qui est la peau. Respirer abondamment, avoir une activité physique modérée, mais qui permet de mobiliser des grands volumes d'air de manière à brasser de l'air et à utiliser cet émonctoire pulmonaire. La cataplasme d'huile de ricin et l'huile de ricin qui peut être utilisée sur tout le bas du corps, pour moi, me paraît assez incontournable aussi. Ralentir, nettoyer, reconstruire et nourrir. Et dans cette reconstruction, il y a aussi un accent particulier que je voudrais apporter sur la flore bactérienne de la maman et particulièrement sa flore digestive. Il faut bien comprendre que quand l'enfant est dans le placenta, il est dans un milieu stérile. Quand il naît, il y a une information juste avant l'accouchement qui est envoyée par l'hypothalamus et qui fait que la sphère utérine est fortement colonisée avec les bactéries qu'on trouve dans toute la partie basse du corps de la mère. Et ce sont ces bactéries que l'enfant va rencontrer en premier. Ces bactéries, elles vont conditionner le fonctionnement métabolique globalement de cet enfant. C'est ces bactéries qui font qu'il y a autant de similitudes de comportement entre une mère et ses enfants. On va toujours chercher le tout génétique, alors qu'en fait c'est le tout génétique bactérien et non pas cellulaire. La qualité de ce biote intestinal en particulier va conditionner toute la vie future de l'enfant. Alors ce biote-là, il va se modifier en fonction de notre alimentation. Si nous avons une alimentation qui est extrêmement issue de produits raffinés, transformés, ce biote va être beaucoup moins divers, beaucoup plus fragile, parce qu'on sait que c'est plus en termes de différents de souches bactériennes que cela se joue plus qu'en termes de quantité globale, mais il s'agit qu'il soit le plus divers possible. Si on consomme régulièrement des produits antibiotiques, il y aura une raréfaction des populations bactériennes massives. Il y aura même possibilité d'installation de bactéries pathogènes. Et donc pour la mère, il va y avoir d'abord un vrai travail de nettoyage au niveau intestinal. Je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je pense en particulier aux infections bactériennes qui touchent l'intestin grêle, à cibler particulièrement. Je pense en particulier à toutes les dysbioses intestinales qui peuvent se trouver au niveau du côlon. Et pour établir ça, moi je connais 4 moyens. Le premier, ou même 5 moyens. Le premier, toujours pareil, le repos. On n'imagine pas ce que la fatigue peut engendrer comme conséquence à l'échelle du corps. Se reposer, c'est permettre aussi que notre biote croisse de manière diversifiée. On sait très bien que le stress et la fatigue induisent une raréfaction du biotope intestinal. Donc premièrement, repos. Deuxièmement, modification de son alimentation. Si on s'oriente vers une alimentation qui contient des fibres, des minéraux en quantité, une alimentation dite vivante, on sait que la population bactérienne va exploser, elle va être beaucoup plus diverse, beaucoup plus riche. On va nourrir les bonnes bactéries et leur permettre de surpasser les mauvaises bactéries. Je pense aussi que les aliments lacto-fermentés sont incontournables pour la maman. Ils sont incontournables parce qu'ils vont apporter une grande quantité de bactéries amies, commensales, qui vont doucement repeupler les intestins. Les aliments lacto-fermentés vont aussi amener à un nettoyage de tout le système intestinal. Pour moi, ce sont vraiment des aliments de santé à recommander à la femme enceinte. Choisissez des aliments lacto-fermentés qui ne soient pas stérilisés, et qui soient vivants au possible. Vous pouvez les produire chez vous aussi. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Vous trouverez des informations sur le net à ce sujet-là. Aliments lacto-fermentés. Selon les personnes, l'utilisation de probiotiques peut être intéressant, bien que leur efficacité reste relativement limitée et qu'ils sont à déconseiller en cas d'infection bactérienne au niveau de l'intestin grêle, parce qu'on ne veut pas avoir plus de bactéries que nécessaire, donc si on en a déjà trop, c'est pas la peine d'en rajouter. Et ce qui peut être intéressant aussi pour la maman, c'est de consommer des enzymes digestifs qui vont permettre de bien décomposer la nourriture et de lui permettre de profiter au maximum de cette nourriture. Donc détoxination, soutien des émonctoires, nourriture. Il s'agit de penser à se nourrir. Il ne faut pas être obsédé par la détoxination, il faut la laisser se faire, il faut avant tout viser le repos, une transition alimentaire progressive et se nourrir enfin. Alors, au niveau des produits aussi que je recommande vraiment pour la maman,
On est à mi-chemin entre les plantes médicinales et l'aliment en tant que tel. Il y a une racine qu'on appelle la racine de maca. La racine de maca est incontournable là aussi pour les mamans, pour les papas aussi, mais pour les mamans. C'est une plante qui nourrit, qui renforce, qu'on peut vraiment manger à la cuillère sans risque de surdosage. La racine de maca, pour moi, c'est vraiment la plante de la préparation à l'accouchement, avec une autre plante qu'on appelle l'ashwagandha, qui sont deux plantes qui vont aussi avoir une action très favorable sur le système endocrinien. Donc ça, c'est la préparation de la maman. Si la fertilité ne vient pas, si la maman est infertile, que faut-il faire? Eh bien, favoriser le nettoyage de cette sphère utérine ovarienne, parce que soit il n'y a pas assez d'hormones, soit le lieu de l'implantation des ovules dans l'utérus est bien trop toxique et pas assez alcalin. Vous savez que le milieu dans lequel se développe l'enfant a un pH de 8 et quelques. Donc c'est un milieu extrêmement alcalin. Et si ce milieu est toxique et acidifié, l'enfant, le ovule, ne peut pas se développer de manière adéquate. Et il s'ensuit fausse couche ou même non fécondité. À ce moment-là, il s'agit de mettre l'accent sur le nettoyage de cette sphère. Les plantes médicinales que l'on va voir ensuite, ou qu'on peut voir tout de suite, puisque je les avais notées là, vont vous y aider. Alors, les plantes qui sont là pour aider à la fertilité. Alors, la première que j'ai mise dans ma liste, je ne la cite pas de mémoire puisque je les ai là devant les yeux, c'est l'huile de ricin. Ce n'est pas une plante, mais l'huile de ricin, c'est vraiment le remède parfait pour préparer la fertilité. Cette huile-là peut vraiment des miracles. En externe, pas en interne, il ne s'agit pas de l'ingérer parce que ça conduit à des chasses gastriques extrêmement fortes, épuisantes, que je ne recommande qu'en cas exceptionnel de toxicité intestinale. Par contre, en massage à l'extérieur du corps, sur toute la zone basse du corps, ovaire, utérus, bas des intestins, cataplasme, que vous pouvez garder toute la nuit, ça me paraît assez incontournable. Ensuite, il y a une autre plante, je vais vous mettre la liste des plantes en fin de vidéo. L'autre plante, c'est ce qu'on appelle le dong quai, ça s'écrit D-O-N-G, Q-U-A-I. Le dong quai est un tonique utérin. Alors attention, à partir du moment où vous savez que vous êtes enceinte, ne pas utiliser le dong quai. Ceci dit, par rapport à toutes les précautions qu'on donne par rapport aux plantes, on vous dit « Ah, il y a telle plante qui est abortive, il y a telle plante qui est abortive ». Entre nous soit dit, s'il y avait vraiment des plantes qui étaient abortives, les femmes n'auraient pas été torturées et charcutées comme elles le sont depuis des centaines et des centaines d'années, le jour où elles décident d'avorter, pour celles qui veulent avorter. Donc des plantes abortives, il faut les remettre ça un petit peu en perspective. Ce sont des plantes qui peuvent amener des contractions utérines, donc autant les éviter quand on est enceinte, mais bon voilà, il ne faut pas les diaboliser non plus quand on parle de la sauge, quand on parle du dong quai. Ce ne sont pas des plantes qui vont conduire à l'avortement de manière systématique, très loin de là. Mais bon, par principe de précaution. Le dong quai, par contre, pour préparer à la fertilité, plante extraordinaire, qu'on peut prendre en infusion, qu'on peut prendre en gélule, très bonne plante. Ensuite, il va y avoir des plantes qui vont nourrir et renforcer l'organisme. La maca, que je citais, l'ashwagandha, que je cite souvent, le tribulus terrestris, qu'on trouvera aussi pour les hommes. Le tribulus terrestris, c'est une plante qui nourrit et qui renforce. Il va y avoir aussi des plantes pour aider le foie et nettoyer le foie, parce que le foie, il va avoir fort à faire durant toute cette période de nettoyage. Donc le chardon-marie, il va y avoir aussi le jus de betterave, auquel on va pouvoir penser. Le desmodium aussi, qui est une plante extraordinaire pour nettoyer le foie. L'artichaut aussi. Pour nourrir la femme, là aussi, il y a une plante qui est pour moi incontournable, c'est le fenugrec. Le fenugrec, il améliore la qualité du lait quand la mère va allaiter. Le fenugrec, c'est aussi une plante fabuleuse pour renforcer l'organisme dans son entièreté et préparer à la fertilité. Le fenugrec, on peut le manger germé, on peut le prendre en poudre, mais germé, c'est fabuleux. Ça contient pas mal de phytoœstrogènes, donc ça va favoriser la fécondité de la femme. L'ortie est aussi pour moi incontournable, c'est la plante passe-partout du système endocrinien et de la fertilité. La feuille de framboisier, là aussi, pour tout ce qui est domaine utérin, ovarien, la feuille de framboisier permet un bon nettoyage, une reminéralisation et un nourrissement de ces zones-là. Et il y a une plante aussi qui est extrêmement favorable pour la fertilité, alors d'une manière un peu détournée aussi parce qu'elle favorise la libido, et effectivement pour la fertilité, on va en parler, il y a quand même un préalable nécessaire, c'est d'avoir une libido qui est présente. C'est une plante qu'on appelle le damiana, qui est régénérante pour le système endocrinien. Et le damiana, c'est une plante qui va favoriser la libido, qui va nettoyer toute la sphère basse utérine ovarienne de la femme et préparer de la meilleure manière
à l'accouchement. On va voir les hommes ensuite, mais je parlais un petit aparté sur cette libido. Je disais effectivement, pour être enceinte, il faut avoir une libido qui est présente. Ça paraît une évidence et pourtant c'est bien de le mentionner. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus de libido? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus cette pulsion sexuelle naturelle, hein, physiologiquement adaptée à l'humain, hein? L'ascèse sexuelle est quelque chose qui est contre nature totalement pour l'humain. La fonction sexuelle chez l'humain, c'est une fonction d'épanouissement constructrice pour l'humain. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de libido? C'est qu'on est épuisé. Donc si vous n'avez pas de libido, c'est même pas la peine de vouloir concevoir, il faut d'abord prendre le temps de se reposer, vous n'en ferez pas l'économie. Il n'y aura pas de plante qui vient du fin fond de l'Afrique ou de l'Amazonie qui va vous aider, c'est le repos. Pas de libido égale repos, 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 repos. Il y a de l'épuisement dans l'organisme. Pour les hommes, quel est le plus gros problème? Ben, les hommes, ils sont exposés aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, aux ondes des téléphones portables qui ont une action extrêmement néfaste sur la qualité du sperme, les pesticides hein, qui vont là aussi, donc réforme alimentaire pour les hommes. Il ne faut pas croire que parce qu'on est un homme et que finalement c'est la femme qui donne les minéraux et les bactéries à l'enfant, on peut se dédouaner de tout effort. Non, 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 la qualité du sperme va être essentielle et le père donne aussi une partie du patrimoine génétique. Or on sait très bien que le patrimoine génétique est altéré par les conditions de vie. Donc pour le père, changement alimentaire obligatoire, de toute façon il faut le faire à deux pour que ça marche bien, et changement du rythme de vie obligatoire. C'est-à-dire, le programme pour qu'une femme soit enceinte, c'est que toute la famille se mette version vacances et alimentation saine. Et c'est normalement le mode de vie adéquat pour l'humain. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est juste que l'on devrait s'accorder en permanence. Ensuite, au niveau des plantes, on va retrouver ashwagandha, maca, tribulus terrestris. Il y a une autre plante que j'aime beaucoup qui s'appelle le saut palmetto. Je crois qu'il a un autre nom, mais là je le retrouve pas. Je ne l'ai pas en tête. Le saut palmetto, c'est une plante, c'est un palmier nain. Le nom m'échappe, mais je vous le mettrai. Ça s'écrit S-A-W-P-A-L-M-E-T-T-O. Hein. C'est un palmier nain qui va vraiment nettoyer la zone de la prostate et des testicules. La baie de goji aussi est très indiquée pour les hommes. Et alors, pour tous ceux qui ont des problèmes d'érection, en plus du repos, il y a le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba favorise la microcirculation au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du sexe. Et vous savez combien finalement les problèmes d'érection sont un problème de circulation sanguine. Hein. Il faut que le sang vienne inonder, remplir les corps caverneux. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une érection qui tient? Simplement parce qu'il n'y a plus assez de force dans les glandes surrénales et que la circulation est bloquée. Et donc on n'arrive pas à envoyer du sang. Et pour tenir une érection, il faut quand même énormément de sang qui est envoyé pour maintenir la pression. Vous savez, je dis toujours, on est typiquement dans le cas du zodiaque. On est dans le cas d'un zodiaque, c'est-à-dire que si on ne met pas la pression pour gonfler les boudins, eh ben, ça tient pas. Et d'ailleurs, je suis tombé hier avec effarement sur des méthodes là, pour faire des érections artificielles chez des hommes qui seraient épuisés, avec des espèces de pompes sous vide et de colliers. Ça vous dit où on en est arrivé? C'est-à-dire qu'on utilise des pompes sous vide parce qu'on est nous-mêmes vidés. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si on ne tient pas l'érection, bon, c'est gênant sur le plan sexuel, mais ça veut dire aussi que la circulation dans toutes les zones périphériques du corps, elle ne se fait pas bien. Au niveau du cerveau, au niveau des mains, au niveau des pieds, toutes les zones périphériques du corps sont impactées. Donc là, il y a un sacré rappel à l'ordre. Le ginkgo va aider, mais c'est avant tout le repos qui va participer à tout cela. J'ai oublié une plante essentielle pour les femmes, c'est le gâtillier. Le gâtillier, G-A-T-I-2-L-I-E-R, pareil, plante féminine par excellence, qui est une plante qui va nettoyer toute la sphère utérine et qui va permettre d'avoir un milieu qui va être le plus propice possible pour accueillir l'enfant. On parlait de la flore bactérienne. Et je vous ai dit, là on s'achemine doucement vers l'accouchement. Alors il y a des vidéos spécifiques sur l'accouchement, donc je ne vais pas y revenir, mais on s'achemine doucement vers l'accouchement et on parlait de la flore bactérienne. La flore bactérienne, elle est transmise naturellement par la mère à l'enfant, quand l'enfant traverse le canal utérin et commence à sortir. Alors que se passe-t-il si on accouche par césarienne? Mais effectivement, cette contamination bénéfique bactérienne par la mère ne se fait pas ou se fait mal. Alors je vais vous raconter une anecdote, comment répondre à la situation si par hasard on se trouve
contraint, parce que pour moi ça ne peut être qu'une contrainte, horriblement contraint de procéder à une césarienne. Eh bien, je raconte toujours l'histoire d'un médecin américain qui, lorsque sa femme a été contrainte d'accoucher par césarienne parce qu'il y a eu des complications lors de l'accouchement, au moment où l'enfant sortait, que les médecins sortaient l'enfant du ventre de la mère, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé ses doigts dans le vagin de sa femme pour en retirer le plus de sécrétions possible, des sécrétions remplies de bactéries, et il en a badigeonné l'enfant. Ça peut être pour moi une bonne alternative si on se trouve dans cette situation désastreuse. Donc, pour favoriser un bon développement de la flore bactérienne de l'enfant, il faut d'abord avoir une bonne flore bactérienne de la maman. Ensuite, favoriser un accouchement par voie basse, dans des situations qui soient des situations non stressantes. Ça veut dire que les pleins projecteurs allongés sur une table avec 10 personnes autour, c'est certainement pas les meilleures conditions pour accoucher. Donc stress et diminution de la population bactérienne. Et ensuite, c'est nourrir l'enfant au sein, qui est pour moi une priorité pour redonner tout ce patrimoine bactérien à l'enfant. Alors, la maman vient d'accoucher, qu'est-ce qui se passe? L'accouchement, on va le voir dans une autre vidéo. La maman vient d'accoucher, qu'est-ce qui se passe au niveau alimentaire? Mais je ne vais pas d'abord vous parler d'alimentation, je vais vous parler d'abord de repos et de communauté. Quand la maman a accouché, c'est la seule à pouvoir nourrir l'enfant. Il faudrait vraiment que toute la communauté autour arrive à comprendre qu'ils ne peuvent communiquer à l'enfant, avec l'enfant que via la mère. C'est elle qui communique avec lui, c'est elle qui le nourrit. Et donc, s'ils veulent faire du bien à l'enfant, c'est du bien à la maman qu'il faut faire. Parce que la seule qui puisse donner du bien à l'enfant, c'est elle. Et donc, il s'agit de concentrer tous les efforts de la communauté, des gens qui sont autour. La communauté, ça peut être simplement le mari et les enfants déjà présents, mais ça peut être aussi la famille, la belle famille, les amis tout autour. Et dans les cultures traditionnelles, c'est comme ça que ça se passait. Il va falloir que toute la communauté se mobilise pour, soulager la maman pour qu'elle puisse avoir le maximum de repos. Deuxièmement, lui donner les meilleures conditions matérielles au niveau alimentaire et matériel tout court pour qu'elle puisse donner le meilleur à l'enfant. C'est-à-dire que la maman, elle est entièrement dévolue à nourrir l'enfant. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On soutient la maman. Alors, il faut bien comprendre que la qualité du repos que vous allez vous octroyer après l'accouchement conditionne directement, bien des années plus tard, la ménopause que vous allez vivre. Parce que là, il y a vraiment un gros enjeu au niveau du système endocrinien. Et si on ne se donne pas le repos nécessaire, à ce moment-là, les conséquences, on va les mesurer des années après. Alors c'est pour ça que quand je vois des mamans reprendre le travail 2-3 semaines après l'accouchement, ça me paraît complètement folie. C'est le cynisme de ce monde. On devrait avoir au moins, je ne sais pas moi, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an de repos. 1 an de repos réel avec une communauté soudée tout autour pour permettre à la maman de se reposer et de repartir ensuite dans une nouvelle phase. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toutes ces mamans qui accouchent seules, sans être accompagnées, sans être entourées, on les retrouve 2 ans, 3 ans après, complètement épuisées, en burn-out, en fatigue chronique. Et c'est pas pour rien. Pas pour rien. La maman ne peut pas tout assurer. Elle donne déjà énormément à l'enfant. Repos et communauté tout autour. Au niveau alimentaire, il va falloir favoriser la reminéralisation à fond des algues, de la kelp, la kelp étant une microalgue, de l'ortie, de la prêle, des matières grasses en abondance pour favoriser un bon lait maternel, et on va en parler ensuite du lait maternel, ça me paraît déjà des incontournables. Pour reminéraliser, la dépression postpartum des femmes juste après l'accouchement, elle est simplement liée à une carence en calcium. C'est-à-dire qu'elles ont donné tout leur calcium à leur enfant parce que déjà elles en avaient peu. L'enfant a pompé toute leur réserve de calcium et à ce moment-là, bouf, on a une baisse du fonctionnement thyroïdien et on tombe en dépression de façon quasi systématique. Alors, la maman va devoir nourrir l'enfant, donc il faut lui donner des bonnes nourritures à la maman. La question qui se pose toujours et qui revient sans cesse, ok, et si on détoxine via son lait, qu'est-ce qui se passe? Alors, physiologiquement parlant, je tiens à poser une chose, la nourriture normale, unique de l'enfant, c'est le lait maternel. Ça, pour moi, c'est incontournable. Parce que la fonction de nourrir l'enfant avec son sein apporte à la fois de la nourriture, des bactéries, et puis surtout, il y a une dimension totalement non alimentaire dans le simple fait de porter le bébé contre soi, et vous le verrez dans la prochaine vidéo, non pas de le porter, mais de le laisser se gambader à la surface du corps de la mère, qui est pour moi incontournable. Alors,
parfois, on me dit, oui, mais il y a un risque si le lait que donne la maman n'est pas de qualité suffisante, ou si ce lait contient trop de produits toxiques. Et c'est comme ça qu'on trouve des enfants avec des croûtes au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau de... Et donc, il y a effectivement des personnes qui disent, ben, il vaudrait mieux que l'enfant se passe du lait de la mère plutôt que de recevoir une mauvaise alimentation. Alors, j'entends ce qu'ils disent, sauf que pour moi, effectivement, il y a en plus de l'alimentation purement stricto sensu qu'ils reçoivent du sein de la mère, il y a toute cette dimension du développement de l'enfant et du développement de l'enfant avec la mère et du développement de la mère avec l'enfant et du lien d'attachement qui est incontournable et qui fait que, à titre personnel, rien ne pourra remplacer l'allaitement, même si la qualité du lait de la maman n'est pas le mieux du monde. Mais que conseiller à la maman? Que conseiller à la maman, c'est utiliser au maximum les plantes qui vont favoriser le drainage vers les émonctoires, de manière à ce que le moins de produits toxiques puissent passer dans le lait. Et c'est pour ça aussi que je dirais toujours que si une mère peut attendre et prendre le temps de la détoxination avant de nourrir son enfant au sein, c'est mieux. Donc la nourriture au sein, pour moi, incontournable et irremplaçable, vraiment irremplaçable. Il se trouve que parfois des mères n'ont plus de lait. Alors là, vous pouvez faire appel à d'autres mères, mais parfois on me pose la question, et si tu devais utiliser un lait de remplacement? Alors j'ai mis du temps pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être pour moi une formule de lait de remplacement. Je vais vous la livrer telle qu'elle et je vais vous expliquer mes choix, même si certains peuvent vous paraître surprenants. Alors, mon lait de remplacement, eh bien, il va partir à partir d'un produit laitier. Je vais choisir du chèvre, du lait, quelque chose élaboré à partir de lait de chèvre, transformé par les enzymes. Donc ça va être un yaourt naturel de chèvre, fermenté pendant 24 heures. On va dire, oui mais attends, les produits laitiers, ça amène des réactions, ainsi de suite. Je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'il y a un travers qui est en train de se passer actuellement dans la société actuelle, c'est que nous devenons de plus en plus faibles et nous raisonnons sur nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on croit être en meilleure santé parce qu'on rentre dans des régimes d'exclusion. Je pense qu'une flore intestinale adaptée, forte et puissante permet aux individus de consommer des produits laitiers fermentés de manière naturelle à fermentation longue sans avoir de conséquences lourdes pour leur santé. Et pour les enfants, ça me paraît quand même un peu incontournable parce qu'il y a dans le lait des mammifères des caractéristiques qu'on va trouver nulle part ailleurs. Alors si on ne peut pas avoir du lait de la maman, il me semble que un peu de yaourt par exemple de chèvre mixé avec de l'eau ou avec un jus de carotte ou quelque chose comme ça, eh bien, ça me paraît assez incontournable. Par contre, il faut un produit qui a été transformé par les enzymes et puis testé. Si l'enfant réagit trop fort, c'est que la sphère bactérienne est beaucoup trop faible. Mais je voulais juste faire cette petite aparté, cette petite précision, on va y revenir. Mais on ne peut pas bâtir une civilisation en se basant sur nos faiblesses. Or, actuellement, c'est un des travers de la diététique alternative moderne, de considérer qu'on est allergique à ça, à ça, à ça, à ça. Alors on les exclut et on croit qu'on va mieux, mais on ne va pas mieux. On va tout aussi mal, simplement on les exclut, donc on n'a pas les manifestations de ces allergies. Sauf que les allergies, elles sont là, et il s'agit de rétablir la muqueuse intestinale. Donc pour les enfants, le lait des mammifères va apporter quand même une quantité de bactéries, d'éléments probiotiques, qui me paraît incontournable dans mon expérience. Ensuite, donc on a un petit peu de yaourt de chèvre, si possible, éviter la vache, éviter le brebis. Fermenter de façon longue, plutôt une fermentation de 24 heures pour avoir toute la décomposition de la caséine et du lactose. Je mettrai un petit peu de jus de produits lacto-fermentés qui vont apporter énormément de bactéries. Je mettrai, allez on va se faire l'équivalent de 25 centilitres de yaourt mélangé avec du jus de carotte, on va mettre 10 centilitres de jus lacto-fermenté. Je mettrai des probiotiques à l'intérieur pour nourrir cette sphère intestinale avec des probiotiques adaptés pour les enfants. On sait très bien que les bactéries des enfants ne sont pas exactement les mêmes bactéries que les adultes et il y a des probiotiques spéciaux enfants. Je mettrai de l'huile de coco, je mettrai 2 cuillères à café à peu près d'huile de coco que j'ai un petit peu chauffée légèrement de manière à la rendre liquide. L'huile de coco va apporter ces acides gras à chaîne moyenne, l'acide laurique, l'acide caprylique que l'on retrouve que dans le lait maternel et qui sont pour moi incontournables, tout en sachant que le lait de coco en tant que tel ne suffit pas à nourrir des enfants et à permettre un développement harmonieux. Ça m'a été confirmé des tas de fois, même si je voulais y croire moi aussi, ben non, ça ne suffit pas. Donc il y aurait 2 cuillères à café d'huile de coco. Je mettrai un peu de vitamine C, par exemple un petit peu d'acérola, un petit peu de poudre d'acérola, une pointe de cuillère de poudre d'acérola. Je mettrai un petit peu d'huile d'olive et puis
un petit peu d'huile d'olive. Ouais, je mettrai un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile de chanvre. Je tournerai un petit peu pour avoir des acides gras aussi d'origine végétale polyinsaturés. Et puis, selon les personnes, on pourrait imaginer à terme rajouter un jaune d'œuf ou un petit peu d'huile de foie de morue, juste un quart de cuillère à café d'huile de foie de morue. Là aussi, huile de foie de morue fermentée, naturelle, crue, ça peut être un apport. C'est en plus qu'il faut le signaler. Alors, fait quelque part pour moi la base des bases, ça serait un petit peu de lait animal fermenté longuement avec des enzymes, de la graisse de coco, du jus lacto-fermenté, des probiotiques et un apport de sucre sous forme de jus de carotte par exemple. Ça serait, il me semble, dans toutes mes recherches, hors toute forme d'idéologie, parce que vous comprendrez qu'on n'est pas dans l'idéologie à ce niveau-là. Je cherche tout azimut des solutions pour les enfants, pour que les enfants aillent bien. Et il me semble que une portion de produits animaux est incontournable dans le développement normal des enfants, à notre époque en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de rares exceptions, bien sûr. Il pourra y avoir des exceptions d'enfants qui se développent bien. Alors après, c'est toujours pareil. Quand on parle de bon développement d'un individu, il faudrait pouvoir avoir un recul nécessaire à 1, 2, 3 générations pour voir un petit peu les conséquences. Hein, parce que nos grands-parents, ils ont pu nous dire, ah ben moi, vous savez, c'est toujours l'histoire. Moi, mon grand-père, il mangeait du pain, il fumait, il buvait du vin, il a mangé toute l'alimentation moderne, il va bien. Ouais, non mais d'accord, mais et nous, est-ce qu'on va bien ? Il y a eu des générations. Et si lui n'en subissait pas les conséquences parce qu'il avait encore un système éliminatif qui fonctionnait de manière adéquate, qu'en est-il de nous? Alors, on se retrouve donc avec l'allaitement. Donc, si on n'a pas de lait, comment faire? Demander à d'autres mères. On peut s'adresser à la Leche League pour cela. Ou dans le pire des cas, entre guillemets, favoriser un lait tel que je l'ai décrit. Ça me paraît une formule sur laquelle on peut se baser. Alors, donner le sein ou pas donner le sein, cette fameuse histoire de détoxination au travers du sein, à titre personnel, je pense qu'il faut à tout prix favoriser le nettoyage avant la conception. Que si on se retrouve pendant la conception à avoir un enfant qui uniquement nourrit au lait, commence à avoir des croûtes et tout, c'est le moment d'arrêter de consommer des produits toxiques et de favoriser le drainage par les émonctoires, parce que le petit, il est nourri par notre lait et c'est ce qui passe dans notre lait qui est en train d'intoxiquer. Alors on me dit, oui mais si tu détoxines à ce moment-là, il va se prendre plein de toxines. Oui mais si tu détoxines pas et que tu continues à manger des céréales, du gluten, des produits laitiers pasteurisés non fermentés, qu'est-ce qui va se passer? Le petit, il va ramasser, il va avaler toute cette nourriture-là. Alors franchement, de l'un ou de l'autre, il vaut mieux favoriser le nettoyage des par les émonctoires et avoir un lait qui soit nutritif. En consommant des fruits et des légumes, bien sûr que tu vas détoxiner, mais en même temps, tu apporteras une surabondance de minéraux, de vitamines, de facteurs antioxydants et c'est toujours favorable. Sauf qu'il faut y aller progressivement et favoriser le drainage. Repos, avant tout. Repos avant tout. Ensuite, on va commencer à parler de l'alimentation des bébés, et ça sera un prochain sujet. Je voulais parler aussi, une petite aparté, et je l'ai oublié tout à l'heure, améliorer la qualité des ovules. Parce qu'on me dit, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des ovules? Il faut bien comprendre qu'il y a 4 facteurs qui sont néfastes pour les ovules. C'est un mauvais apport de sang, un mauvais apport d'oxygène, l'un et l'autre étant liés, parce que c'est le sang qui apporte l'oxygène, un déséquilibre hormonal et le stress. Donc déséquilibre hormonal et stress, on en a parlé. Déséquilibre hormonal parce qu'on ne produit plus assez d'hormones sexuelles, parce que les glandes surrénales sont trop sollicitées pour produire du cortisol ou elles sont épuisées. Stress, tout. Mauvais apport de sang, mauvais apport d'oxygène, on parle directement de congestion du corps. Alors, la préparation à l'accouchement et le post-accouchement pour la maman et pour le bébé, puisque c'est la maman qui va conditionner complètement la santé du bébé, c'est avant tout une histoire de repos, de vraie nourriture à tous les niveaux et de détoxination douce. Je vous apprends rien de très nouveau, je pense, là-dedans, mais pourtant, ça me paraît essentiel. Cette notion du repos est essentielle. Cette notion de la communauté est aussi essentielle. Et c'est l'appel principal que je voudrais donner. Pas après l'accouchement particulièrement, les femmes ont besoin d'être entourées parce qu'elles sont tout entières pour donner au bébé la nourriture qu'il lui faut. Et pour que la maman puisse donner au bébé la nourriture qui est nécessaire pour lui, il faut que la maman elle-même soit nourrie à tous les niveaux, au niveau relationnel, au niveau soutien, au niveau alimentaire. C'est là où il y a un vrai challenge. C'est là où on va faire exploser les structures sclérosantes de notre société. Parce qu'on ne fera pas l'économie d'un retour à quelque chose de plus commun, de plus structuré au niveau micro-social, de manière à permettre d'avoir des enfants en bonne santé. Alors je vous souhaite vraiment une bonne régénération,
pour les mamans qui veulent avoir des enfants, j'espère que ces notions vous seront utiles. Vous allez voir, il y a des tas d'autres informations dans les vidéos qui suivent. Les plantes médicinales que j'ai citées, en particulier le dong quai, le gâtillier, la feuille de framboisier, l'ashwagandha, le tribulus terrestris, la maca, sont des plantes extraordinaires. Le fenugrec sont des plantes extraordinaires pour améliorer votre fertilité, nettoyer tout l'organisme et permettre enfin d'avoir des enfants qui sont en bonne santé. Et souvenez-vous vraiment que vous ne perdez pas de temps à prendre du temps. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Vous ne perdez pas du temps à prendre du temps, à prendre du temps. Parce que ce que vous allez donner à l'enfant va conditionner tout son départ dans la vie. Bien sûr, on croit trop souvent qu'on a une influence totale sur nos enfants. Je pense qu'il faut lâcher prise aussi à ce niveau-là. Mais par contre, on leur donne un bagage de départ. Ce bagage de départ, il peut être plus ou moins riche, plus ou moins diversifié, plus ou moins bon. Et je pense qu'on a un grand rôle à jouer là-dedans. C'est de notre responsabilité. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour le soin que vous prendrez à prendre le temps et à prendre les actions nécessaires de manière à ce que nous ayons de beaux enfants équilibrés, minéralisés, avec un système endocrinien fort, qui ne soit pas sclérosé, qui ne soit pas perclus de maux, pour amener à un beau changement dans ce monde. Bonne régénération.